Donc moi je suis cardiologue libéral à Strasbourg depuis bientôt 19 ans. Et je suis ancien étudiant de la fac d'Oran, promotion 89-90. Donc, je remplace à la hâte mon ami, M. Belkhadda Salim, qui devait vous traiter le sujet de la tolérance cardiaque dans des situations de chimiothérapie, en gros. Je pourrais répondre à quelques questions à ce sujet plus tard quand on ouvrira la discussion. Moi, j'avais dans mon sac mon disque USB qui comportait les urgences vitales que j'ai fait la semaine dernière à des confrères médecins généralistes de ville à Strasbourg. Et donc, par chance, je l'ai gardé dans mon sac et donc voilà. Alors, la définition d'une urgence vitale, il y en a plein. J'ai retenu celle-là qui définit l'urgence vitale par une détresse pouvant conduire à tout moment à un arrêt cardiaque. Toute urgence qui menace la vie, c'est un arrêt cardiaque, cardio-circulatoire. Il n'y a plus de flux. Qui se manifeste par une personne inerte, qui ne bouge plus, qui ne répond à aucune stimulation, contrairement au semi-comateux ou au coma, et où il n'y a ni mouvement respiratoire, ni pulsation périphérique. Or, bien sûr, l'idée de mon topo la semaine dernière, c'était pour un peu... Tout ça, vous connaissez, hein, comme vos confrères en France ou ailleurs dans le monde. Tout le monde sait qu'il s'agit de ce que l'on appelle la chaîne de survie extra-hospitalière, qui repose essentiellement sur l'éducation de la population de monsieur tout le monde, monsieur lambda, à faire un massage cardiaque externe. C'est ça le mot-clé. Je pourrais même arrêter là. Et donc les mots-clés, c'est le constat de l'arrêt cardiaque. Après le constat, le premier pas à faire, c'est alerter. Monsieur tout le monde doit alerter. Deuxième geste à faire en urgence, c'est le massage cardiaque externe. Alerter qui? Il faut alerter le SAMU. Hein. Les gens d'intervention rapide, quoi. Protection civile, pompiers, SAMU, ce qu'on veut. Après, l'organisation de la prise en charge extra-hospitalière est différente d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, comme vous pouvez le voir. L'alerte concerne le SAMU ou le SMUR, qui est une unité de soins médicaux d'urgence et de réanimation, qui peut être un camion ou un hélicoptère. Et après commence la chaîne de survie, se termine par la prise en charge intra-hospitalière, où là, il y a toute une équipe d'accueil urgence qui prend en charge. Les urgentistes prennent en charge le patient pour qu'il soit ensuite orienté vers le service adéquat. Alors, bon, maintenant, à l'hôpital, je dirais que c'est plus facile quand les équipes sont au complet. Bien sûr, quand il y a un arrêt intra-hospitalier, on fait appel à un réanimateur de garde qui, lui, appréciera l'aggravation de l'état respiratoire, l'instabilité hémodynamique classique, les troubles de la conscience. Et donc, après, se met une discussion collégiale, multidisciplinaire, devant le patient qui fait que est-ce que l'on peut continuer la réanimation? Est-ce qu'on peut arrêter au bout de 20 minutes, 40 minutes, 1 heure, en tenant compte, bien sûr, comme vous le savez, de choses de la vie courante, de la pratique courante, l'âge du patient, ses antécédents et ses facteurs de comorbidité. S'agit-il d'un patient très malade ou l'état général, le motif d'hospitalisation, et c'est important, l'avis du patient, s'il avait donné ça par écrit, par consentement, sait-on jamais, ou la famille responsable au premier degré et la personne de confiance.
sachant que la législation est différente d'un pays à un autre. En France, si le patient met dans ses papiers personnels que ma personne de confiance a contacté, c'est elle, il peut être son copain, il peut être le cousin, il peut être, il peut ne pas être un membre direct, ascendant ou descendant de sa famille, une fois qu'il est mentionné. Et bien sûr, le médecin traitant a un grand rôle parce qu'il est appelé dans la foulée pour avoir un avis plus global sur le passé médical du patient. Alors, actuellement, il faut savoir que les besoins de santé dans le troisième millénaire sont différents par rapport à il y a 15, 20, 30 ans. Je parle partout, hein, ça aussi c'est commun en Europe ou partout dans le monde. Il faut savoir que maintenant, on a de nouvelles pathologies. C'est plus l'urgence. Maintenant, vous pouvez voir dans un service d'accueil urgence tout et n'importe quoi. Si vous faites un tri, moi je défie quiconque, si vous allez à l'hôpital Sir Badge ou à n'importe quel hôpital du secteur de Schleff, vous faites un tour au service d'accueil urgence, vous allez trouver 200 ou 250 patients. S'il y a 1 ou 2 ou 5% d'urgence, c'est déjà pas mal. Parce que le reste, c'est de la consultation, je dirais, style j'ai mal à la tête depuis une semaine, ou alors j'ai avalé de travers, ou des choses comme ça. Et donc les besoins de santé sont de plus en plus importants en qualité et en quantité. Pourquoi ? Premier facteur, c'est l'âge. La moyenne d'âge des gens est plus avancée parce qu'on est pris en charge très tôt, parce qu'on est super traité, on est super bilanté, tout ce que vous voulez. Après, il y a les épidémies. Vous connaissez les épidémies de grippe qui peut tuer, d'ailleurs, des personnes fragiles. Il y a la canicule, souvenez-vous. À l'extérieur, il fait 45 degrés, mais enfin, ça va. Enfin, bon. On n'a pas entendu de taux de mortalité sur la canicule de Schleff. Mais enfin, en France, en 2004 ou 2005, il y a eu 15 000 morts, juste avec 3 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. Dire que, enfin, bien sûr, les décès, ça concernait les personnes fragiles dans les maisons de retraite, dans les maisons, enfin, problème de déshydratation que vous connaissez bien. Il y a aussi l'handicap qui pose problème, l'exclusion sociale. Peut-être qu'on en a moins chez nous en Algérie, mais enfin, il y a aussi maintenant l'accompagnement de fin de vie. Il n'y a plus maintenant l'exclusivité des soins palliatifs et tout ça, la fin de vie peut être à domicile. Et donc ça débouche sur ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile, qui devrait, je parle d'avenir là, hein, débloquer des moyens humains et matériels assez conséquents. Ce qui revient à dire qu'il faut réorganiser de nouveau, selon les critères européens, toutes les urgences, de fond en comble. Et maintenant, les choses commencent à s'organiser, en commençant par la région parisienne, par ce qu'on appelle les filières. Maintenant, il y a une filière, ce qu'on appelle filière SCA, le syndrome coronarien aigu. C'est-à-dire que le SAMU prend en charge quelqu'un qui fait un infarctus dans un quartier lointain ou moins lointain. Et donc, tout de suite, la filière syndrome coronarien aigu est mise en route, si bien que le patient, quand il arrive, on perd le moins de temps, il arrive directement en salle de cathétérisme pour qu'il soit dilaté. Après, maintenant, plus récemment, il y a la filière AVC. Maintenant, la filière AVC, dans les grands CHU, se résume en AIT AVC. Le médecin traitant appelle le SAMU, et le SAMU fait donc dépêcher la filière AVC en admettant le patient directement en salle d'IRM. C'est-à-dire qu'il y a un créneau d'urgence en salle d'IRM avant qu'il arrive en ce qu'on appelle en unité de soins neurovasculaires, pour qu'il soit thrombolysé ou pas, bien sûr. Donc ça fait un gain de temps et aussi un gain de vie, je dirais. Il y a maintenant la SOS aorte, c'est surtout la dissection aortique, la filière embolie pulmonaire, filière pédiatrique, psychiatrique, DMP. DMP, c'est dossier médical partagé. C'est quoi le dossier médical partagé ? Ça repose sur la technologie actuelle qui est la connexion entre les auteurs de la carte de santé régionale. C'est-à-dire, moi, j'ai mes patients qui ont un dossier informatique, il est forcément partagé
via un réseau protégé, crypté, tout ce que vous voulez, avec l'hôpital à côté et avec le médecin traitant, ce qui fait que le jour va venir où on n'adressera plus de courrier papier et donc le médecin traitant a accès à mon dossier et vice-versa, et bien sûr le SAMU, par une espèce d'interconnexion, bien sûr, par Internet haut débit. Donc ça permet toujours de gain de temps et de liquider un peu enfin liquider entre guillemets, bien sûr on ne liquide pas de faciliter, de réduire le délai d'attente des patients dans les salles d'accueil urgence. Et donc j'ai parlé de DMP, visioregulation, ça c'est pas encore dans les terrains de SAMU, mais ça va venir, c'est plus le téléphone classique. Maintenant le gars le smuriste qui va au chevet du patient chez lui, il a une espèce de caméra donc les skieurs et ceux qui sautent en parachute et tout ça, il a une caméra et il a une visorégulation avec le régulateur et même la salle de caté et tout ça, via Internet. Bien sûr, tout ce qui est la problématique, c'est, comme vous devez l'imaginer, c'est le côté médico-légal. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit via des réseaux hyper pointus, hyper protégés. Et après, il y a aussi la géolocalisation. Et tout ça n'est rien à côté de l'éducation de la population via des portes ouvertes. Chez eux, c'est la Croix-Rouge. Chez nous, on pourrait imaginer une espèce de campagne d'apprentissage en passant par l'organisme du Croissant Rouge algérien ou protection civile ou que sais-je. Et donc maintenant, il existe un DES, un diplôme d'études spécialisées de médecine d'urgence à part entière. Alors il faut savoir en chiffres que le SAMU reçoit à peu près 30 millions d'appels par an. C'est dire qu'il est ouvert 24 sur 24, 7 sur 7. Bien sûr, les 30 millions d'appels ne sont pas tous des urgences. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, le SAMU, il est toujours confronté à des problèmes de placer les patients, les lits disponibles. C'est toujours pareil. Le but de tout ce monde-là, c'est de réduire le délai entre l'appel et les soins spécialisés délivrés aux patients. Les structures d'urgence, j'en passe, c'est pas ça le truc. Ce qu'il faut savoir statistiquement, c'est que les premières causes de mortalité, je parle toujours des urgences vitales, c'est pas le traumatisme des accidents de la voie publique, mais c'est les maladies de cancer. En France, c'est le cancer qui tue plus. Ensuite, il y a les causes cardiovasculaires. Ce fut un temps, c'était les accidents de route. Sachez par exemple qu'en matière de traumatologie routière, il y avait à peu près 3000 et 3500 décès par an en France. Je vous donne à titre d'exemple, l'année dernière, il y a eu juste une modification de la loi du code de la route. Je ne sais pas si vous avez entendu, le Premier ministre avait réduit la vitesse de 90 à 80 km/h dans les routes départementales. Ça a permis de réduire la mortalité de 300 vies par an. C'est dire qu'il faut aussi de la volonté politique du décideur et du législateur. Je rentre dans mon sujet, la mort subite d'origine cardiovasculaire, c'est à peu près, j'ai arrondi, 60 000 par an. 60 000 morts subites par an en France. Bien sûr, il y a à peu près 5 à 8-10% qui ont été réanimés avec succès et récupérés. Le reste, c'est des décès authentifiés. Donc après, il faut savoir que l'activité du SAMU en matière d'infarctus filiaire, infarctus et AVC, ça représente 30%. Et il faut dire que le chiffre le plus important, c'est la réduction de mortalité à moins 5% quand l'infarctus du myocarde et le SCA est pris en charge dans les délais. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit dans l'heure qui suit la douleur en salle de cathé en train d'être dilaté et stenté. Après, l'arrêt cardiaque extra-hospitalier et mort subite, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, la reconnaissance, l'appel, le geste de massage cardiaque externe et défibrillé. Il faut savoir que maintenant,
il y a, je ne sais pas si vous avez remarqué à l'aéroport d'Alger, il y a un DEA, un défibrillateur externe automatique. C'est à la portée de tout le monde. C'est en gros un défibrillateur classique qui n'est pas manuel, il est semi-automatique, ça veut dire qu'il va vous parler, et à l'intérieur de la boîte, il y a 2 patchs qui remplacent les cuillères, qui remplacent les fameux... Et donc les patchs, quand vous les posez à la base du cœur et à la pointe, bref, à gauche du thorax, ces patchs vont jouer le rôle de dérivation d'ECG. C'est-à-dire que le patient, il est inanimé, il est en mort subite, apparente, je constate ça, il y a quelqu'un qui masse, et il y a quelqu'un qui prépare le défibrillateur. Le moment où vous posez les patchs, il va analyser en quelques secondes le rythme, la piste ECG, et il va vous dire délivrer ou ne délivrer pas de choc. Et c'est ça qui a permis de sauver quelques milliers de vies de mort subite dans la rue. Donc il faut faire la différence entre la mort subite et le choc cardiogénique, qui est le stade ultime de l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque terminale, si vous voulez, le bas débit, la large séquelle d'infarctus du myocarde. L'arrêt cardiaque, alors il y a aussi la notion arrêt cardiaque réfractaire, c'est-à-dire quand on réanime au bout de 20 minutes et que si le patient ne revient pas, on appelle ça un arrêt cardiaque réfractaire, et donc où il y a un taux de mortalité très très élevé si on n'agit pas dans l'heure qui suit pour admettre le patient en salle de cathé. Alors là, la différence entre STEMI et non-STEMI, alors ce que vous devez savoir, le STEMI, c'est en anglais le ST Elevation Myocardial Infarction, c'est-à-dire le sus-décalage, ST+, et en dehors du sus-décalage ST+, tout ce qui est en dehors de sus-décalage, tout est ST-, même si l'électro est normal, et que le type a fait une douleur de type infarctoïde. Donc il faut savoir que le sus-décalage du segment ST qui entraîne une mort subite, c'est 75%. Pourquoi je fais la différence entre ces 2 items d'insuffisance coronarienne aiguë? C'est pour la simple raison que la prise en charge est différente. Le sus-décalage en 2/10 sur l'électrocardiogramme, une fois le patient réanimé et une fois le CG est revenu en rythme sinusal, parce qu'il faut savoir que quand vous choquez quelqu'un qui est en mort subite, son rythme n'est rien, c'est soit une TV, soit une fibrillation ventriculaire, soit une asystolie, et on ne peut pas voir l'image classique, soit un sus-décalage, soit une T négative ou un BAV ou ce que vous voulez. Donc une fois que la réanimation a réussi, là on fait le diagnostic de l'infarctus du myocarde avec sus-décalage, et là, c'est celui-là qui doit atterrir, qui doit aller directement en salle de cathétérisme, ou alors, si ce n'est pas disponible, aux soins intensifs cardio, en USIC, pour qu'il puisse recevoir sa dose de thrombolyse, en l'absence de dilatation coronarienne aiguë. Et donc, dans les ST+, il faut savoir que la majorité présente une occlusion d'une artère, responsable du territoire infarci. Les autres 20%, c'est les ST-. Là, ça pose problème pour l'urgentiste ou pour le médecin généraliste qui s'occupe des urgences. Est-ce que c'est un infarctus? Parce que là, on n'a pas fait les autres examens, le dosage des enzymes, l'échocardio. Là, on n'a que la clinique et le CG. Et le CG ne parle pas. Alors là, on a le droit de perdre, entre guillemets, 2 heures de faire un bilan de débrouillage, c'est-à-dire un scanner thoraco-abdominopelvien, enfin selon ce qu'on peut imaginer comme étiologie. Et c'est là où la coronarographie, après avoir reçu les enzymes, où on peut dire bon, c'est une souffrance myocardique, c'est ce qu'on appelait à l'époque encore instable, ou alors infarctus du myocarde sous-endocardique. Le ST+, à l'époque, on le prénommait l'infarctus du myocarde transmural, c'est-à-dire qu'il concerne toute la paroi myocardique. Alors les cas particuliers, je vous fais grâce du spasme coronarien, parce que et le spasme coronarien chez le cocaïnomane. Alors en gros, ce qu'on peut voir sur
ce tableau, ça résume la mort subite. Moi, je vous ai parlé que de la cause coronarienne. C'est fait exprès, parce que la mort subite, l'arrêt cardiovasculaire dans la rue, 85 à 90%, c'est une cause coronarienne. D'où est-ce que je sors ça? Je n'ai pas mis sur mes diapos, il y a eu une étude en 2012, une étude autopsique de 1000 patients à la faculté de médecine à Lyon. Un étudiant en dernière année médecine, il a fait une thèse, il a fait donc une étude statistique sur 1000 morts subites non récupérées. Et cette étude autopsique a sorti le chiffre de 85% de causes coronariennes de plaques instables, bouchées ou presque bouchées. Le reste, ce que l'on peut voir sur le tableau ici, c'est noté 80% de causes coronariennes, d'infarctus. Les 10 et 15% qui restent, c'est soit la CMH, la cardiomyopathie hypertrophique, et là, pour résumer en 2 mots, il y a une histoire familiale, il y a des antécédents de mort subite, d'où l'importance de l'interrogatoire et de l'examen clinique, des morts jeunes. Il y a le screening chez le cardiologue, auquel cas les machines d'échographie maintenant tellement modernes nous permettent de faire ça en 5 minutes pour étiqueter les HVG, je dirais gentils, comme l'a fait notre ami Aoudia tout à l'heure, c'est-à-dire les HVG post-hypertensives et les HVG du cœur de sportif, parce que ça existe, des gros cœurs de sportifs qui n'ont rien à voir avec ça, et les cardiomyopathies hypertrophiques graves, génétiquement. Ensuite, il y a l'autre côté, c'est les cardiomyopathies dilatées, qui, eux, sont pourvoyeuses de complications hémodynamiques et rythmiques et qui peuvent être à l'origine de mort subite. Les 5%, les moins 5% à gauche, ici, ce que vous voyez, c'est les anomalies électriques génétiques. Là, c'est compliqué. Là, c'est de la rythmologie. C'est les Je sais que c'est très large. C'est vaste. C'est vaste. Je pense qu'on va laisser. Voilà l'algorithme, si vous voulez le voir. Au débat, d'accord. On va se perdre là. Voilà. On va Donc, se perdre. Je vais m'arrêter là, mais si vous voulez plus de détails, vous me posez des questions et je serai dispo pour vous répondre dans la mesure du possible. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Kader. Merci beaucoup.